Salut à toutes et à tous, bonne et heureuse année 2021 à vous qui nous regardez. Vous êtes devant les rendez-vous de l'insertion, l'émission. C'est l'émission qui décrypte avec vous l'actualité du groupe Adélie. Au sommaire de cette première émission, Patrick Roussiès, président du groupe Adélie, sera notre invité. Nous parlerons avec lui de la rétrospective de l'année 2020. Au programme, insertion par le logement et insertion par l'activité économique. Également avec notre invité, nous parlerons des projets à venir pour l'année 2021. Et il y en a beaucoup, et notamment la ferme du Major à Rem et un rapprochement avec les papillons blancs du Cambrésis. Les rendez-vous de l'insertion, l'émission, ça commence tout de suite. On retrouve Patrick Roussiès. Bonjour Patrick Roussiès. Bonjour Thomas. Bonne année à vous. De même, merci. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer aux personnes qui nous regardent et qui ne connaissent pas forcément ce que c'est le groupe Adélie, qu'est-ce que c'est que ce groupe? Qu'est-ce que c'est que le groupe Adélie? Alors, Dominique Riquet, l'ancien maire de Valenciennes, député européen, m'avait dit « tu crées la terre des manchots ». Bon, c'est exactement l'inverse. C'est une terre, certes, mais pas de manchots. C'est, pour être plus sérieux, l'union, le rassemblement, la réunion des forces vives de l'insertion sur le territoire. L'idée est toute simple, c'est faire plus avec le même argent, faire plus au bénéfice des gens qui nous sont confiés. Ça veut dire qu'au sein d'Adélie, on a regroupé tous les gens qui vont gérer toutes les missions transversales, la paye, la RH, la communication, le juridique, le financier, etc., au bénéfice des associations qui adhèrent. Et très rapidement, ça a amené un coût de traitement bien moindre, et l'argent donc est réaffecté à l'accompagnement des personnes qui nous sont confiées, ce qui est bien ça l'essentiel, ce qui est le cœur de notre mission. Et justement, combien de personnes sont accompagnées par les différentes structures du groupe Adélie? Alors sur une année, on est autour de 10 000 personnes accompagnées soit par le logement, soit par le travail. Ce qui commence à peser un peu, je dois dire. Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour la réussite du groupe? Il faut y croire, il faut aimer l'humain, et je crois qu'avec ces deux choses-là, on doit pouvoir faire des affaires ensemble, des affaires humaines bien sûr. Vous avez peut-être une devise aussi qui vous motive en tant que président du groupe, une formule peut-être qui vous a été soufflée par d'autres personnes de votre entourage? Ah, je vois ce que vous voulez dire. Au tout début de l'aventure d'Ageval, Jean-Louis Borloo, pas besoin de présenter je pense, m'avait dit votre boulot c'est de récupérer les gens qui sont tombés entre les lames du parquet et de les remettre sur le parquet. Je crois que l'image est assez juste. Et pour terminer, sur quelle zone géographique intervient le groupe Adélie? Alors, Adélie, en fait, intervient sur tout le sud du département du Hainaut. Ça fait quelque chose comme 1 million d'habitants. Donc, ça veut dire, si on parle administrativement, ce sont les 4 sous-préfectures de Valenciennes, Douai, Cambrai et Avesnes-sur-Helpe. D'accord, une zone assez large. C'est étendu. Oui. D'accord. Pour conclure ce premier entretien, Patrick, un dernier mot sur le groupe Adélie? Le groupe Adélie, c'est certes un ensemble d'administrateurs, mais c'est aussi une équipe opérationnelle qui concrétise toutes les idées débattues au conseil d'administration. Et je pense que le mieux placé pour en parler, c'est le directeur général. Eh bien justement, je vous propose tout de suite de retrouver son interview. Donc Christophe Ferré, directeur général du groupe Adélie. On a été confronté à des situations qu'on n'avait jamais connues, que j'espère on ne reconnaîtra plus. Plan de continuité, arrêt de certaines activités, des salariés qui étaient perdus, comme l'équipe de direction aussi, en toute honnêteté, et toujours en attente du décret, d'une décision qui nous permette de savoir un petit peu comment on allait piloter nos différentes associations. Pour autant, les choses ont tourné. Une période d'arrêt bien évidemment sur les chantiers, mais qui, toute proportion gardée, a été relativement courte et distincte selon la nature des chantiers sur lesquels on intervient. Il y avait quand même des obligations de service public qui nous ont obligés à maintenir quand même des activités. Sur le volet logement-hébergement, là non, pas d'arrêt, puisqu'on fonctionne 365 jours par an, 24 heures sur 24, donc là on a complètement restructuré les équipes, non sans mal, alors pas sur la restructuration, mais surtout sur des frustrations générées par la mise en distance. Et on est quand même sur des métiers où le contact humain est essentiel, c'est la base de nos activités. Et il a fallu improviser beaucoup de choses, organiser beaucoup de choses, avec beaucoup d'appréhension. Il faut se remettre aussi dans le contexte de début d'année où la peur était présente, la peur de la maladie, puisqu'on ne connaissait pas du tout ce qu'on connaît aujourd'hui.
Nos responsabilités aussi employeurs dans l'organisation et la protection des salariés, et bien évidemment par rapport aux usagers qu'on accompagne, beaucoup d'inquiétudes, mais qui au final ont été bien gérés et des comportements qui sont révélés dans le bon sens du terme, tant au niveau des usagers que des salariés. On aurait pu croire qu'avec les conditions sanitaires qu'on a vécues et la mise en distance de tous les contacts humains, et je dirais c'était particulièrement difficile, c'était l'organisation de la vie associative et des contacts de gouvernance, on a fait plein de choses qui étaient pas forcément identifiables en début d'année. On ne peut pas être exhaustif, mais si on faisait un peu l'état des lieux de toutes nos associations, on voit que chacune d'entre elles a eu de nouveaux projets ou de nouvelles situations. Malgré le contexte, la reprise du chantier, qu'on appelle Toyota, toujours à l'interne, en l'occurrence la production de masques avec la concordance de plusieurs situations. Un Toyota qui s'était engagé au niveau du territoire, au niveau des pouvoirs publics, à lancer la production massive de masques de protection dans le cadre de la Covid. Et Toyota qui à un moment vient vers nous en disant bon, nous c'est pas notre vocation, vient vers nous, vient vers la directe, vient au niveau des élus du territoire, et en disant est-ce que vous pourriez reprendre cette activité. Donc bien évidemment le matériel qui nous a été offert par Toyota, mais aussi une partie du personnel qui était accueilli dans le cadre de l'intérim au niveau de la société. Donc on a réussi à faire ça dans des temps records. Alors d'une part avec des entretiens individuels pour chaque salarié qui était issu de Toyota, et certains qui ont pu être repris puisqu'ils correspondaient au profil des personnes qu'on accompagne au niveau de nos chantiers d'insertion. Ensuite, il a fallu trouver des locaux, donc ça s'est fait aussi à partir des disponibilités qu'on a au niveau de nos associations, et une répartition qui s'est faite, je dirais, très naturellement et très spontanément entre la GEVAL d'un côté et Adaci de l'autre. On a eu aussi une période un peu plus compliquée, un peu plus délicate, en termes d'intervention, à savoir c'est sur l'association Entraide, qui a eu un début d'année un peu chaotique et sur lesquels on a dû aussi intervenir au pied levé à la demande de Guy Herfelin, président de l'association, qui s'était retrouvé, je dirais, littéralement dépouillé de l'information et qui a dû faire face à ses obligations employeurs en qualité de président, donc ne serait-ce que le paiement des salaires, ne serait-ce que tout le volet administratif des contacts avec les services de l'État. Et ça a été rendu possible justement parce qu'Adélie est là et traitait une partie des interventions pour le compte d'Entraide. Alors depuis, les problèmes se sont aplanis, une nouvelle direction a été recrutée, une partie de l'équipe d'ailleurs a été aussi renouvelée par la même occasion, et on a Entraide qui a fait sa demande d'intégration, direction intégrée au niveau du groupe. Ce qui fait qu'aujourd'hui on a un niveau quasiment similaire d'intervention et d'organisation que connaissent AGEVAL, Plimtois, Adaci et le Capil. La spécialisation de chaque intervenant au niveau d'Adélie a été d'un grand secours dans la situation que Entraide a connue, et ça renforce ce qu'on défend et ce qu'on préconise au niveau du secteur associatif, d'être structuré, d'être organisé, de sécuriser au maximum leur fonctionnement et aussi les conseils d'administration qui ont de lourdes responsabilités sur le dos et qui ont besoin aussi en face de compétences pour faire face à leurs obligations. Alors on va commencer tout de suite la rétrospective 2020. Comment s'est passé l'accompagnement au logement pendant le confinement? Quelles adaptations y a-t-il eu? Quels projets et démarches? On regarde tout ça avec les présidents des associations Plimtois et Capil. Oui, alors nous avons géré les conditions sanitaires sur chaque site assez difficilement, étant donné la gestion d'une situation jusque-là inédite. Veiller dans un premier temps à la sécurité des salariés, des usagers et des biens par la rédaction d'un plan de continuité, c'est-à-dire une organisation qui permette de garantir nos missions, plus particulièrement l'hébergement. Il a fallu aussi trouver dans ce contexte les éléments de protection individuelle. Cela a contraint aussi à la réorganisation des équipes sur les territoires. On a mis en place dans le cadre du plan de continuité une couverture présentielle 24/24, 7 jours sur 7, donc un renfort assez conséquent, y compris avec l'apport d'un renforcement de veille, là aussi inédit, et un engagement financier conséquent. Les grosses inquiétudes de début d'année, l'apparition du virus, les conséquences économiques sur la gestion des établissements, l'attitude et les comportements des usagers,
Finalement, dans l'ensemble, tout s'est bien passé. Quand on regarde dans le rétroviseur, seulement une dizaine de cas avérés et constatés chez les usagers, on peut en tirer deux conclusions. L'organisation et le renforcement ont été efficaces avec des salariés et un encadrement qui a rempli ses missions. Par la reprise d'activité, notamment de l'association ARIPS, dans la Vénois, avec la mise en place aussi de l'HUDA à Condé-sur-Escaut, pour 70 places, l'accroissement de l'intermédiation locative et le maintien du dispositif de veille saisonnière pour 81 places, réparties sur les différents arrondissements, et l'achat des bâtiments de la ferme du Major, dont on en reparlera tout à l'heure. On est complètement dans la même démarche, effectivement, de rassemblement direct des DCS, insertion, hébergement, logement, et ça pourra aussi optimiser les parcours d'insertion des personnes très fragilisées. Alors la plus-value, elle est simple, c'est notre volonté aussi, c'est d'offrir le plus de moyens possible pour l'insertion durable. Il est à remarquer que l'année 2020 a été marquée par des éléments extérieurs qui ont provoqué une activité moindre de l'association. Quand je parle des événements extérieurs, c'est principalement les appels d'offres qui se généralisent et qui sont de plus en plus tirés vers le bas par des prix. Une concurrence due aussi aux fournisseurs d'énergie qui ont maintenant leurs propres employés. Heureusement que pour nous, nous avons pu intégrer le groupe Adélie, surtout à cette période du coronavirus. Nos salariés ont réagi, je dirais, d'une très belle façon, puisqu'ils ont continué à travailler par le télétravail. Et heureusement qu'il y avait l'environnement Adélie qui a permis ce fonctionnement. Cela fait 1 an que nous sommes ici et nous apprécions cette qualité professionnelle que nous retrouvons ici. Nous participons actuellement avec le groupe du développement des containers. Je pense que l'année 2021 devrait être meilleure. Il serait temps que l'on puisse revoir les visages, revoir les sourires sur tous nos salariés et qu'elles puissent se permettre de nouveau effectuer leur mission à temps complet, qui est de se rendre chez les personnes vulnérables, les personnes qui sont en train d'essayer de retrouver une vie sociale. Le fait d'avoir intégré le groupe Adélie nous a confortés au sein de l'association, surtout au niveau de la direction. Je dirais que nous manquions auparavant d'un message fort de la part d'une direction et nous nous sommes sentis ici épaulés. Et je pense que ça nous permet aussi de nous présenter d'une façon plus forte. Quand nous nous présentons maintenant, nous sommes faisons partie du groupe Adélie. Voilà pour ce qui est du pôle insertion logement. Patrick Roussiès a un programme bien chargé. On a vu que Capil avait rejoint récemment le groupe Adélie. Comment ça s'est passé ? C'est assez simple, hein. Maurice Hirson a manifesté son intérêt il y a à peu près 2 ans et demi pour qu'on lui présente notre structure, ce qu'on a fait. On a reçu le bureau de son association pour échanger. On n'est pas pour les intégrations rapides et immédiates. Et donc il avait choisi la possibilité dans un premier temps de bénéficier des services transversaux dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis on a cheminé ensemble, et puis je crois que voilà, vous avez vu, on a un avocat parfait sur ce qu'on essaie de faire à Adélie. Et pour nous c'est très important parce que c'est la plus petite structure du groupe Adélie, et dans notre philosophie, à tendre la main aux plus petits pour qu'ils bénéficient du même niveau de service que les plus grands. Et je parle de petits et de grands par la taille, par le nombre de personnes accueillies ou par le budget des associations. Il est évident qu'une structure comme Capil ne peut pas se payer un directeur financier, 3 personnes à la communication, etc. etc. Et c'est là qu'on retrouve un peu aussi les valeurs et l'éthique du groupe. Donc on retrouve une aide administrative, logistique Absolument, du même niveau que pour Ageval ou Prime-Toi, pour parler des 2 plus grosses structures budgétairement parlant. D'accord. Alors, ces associations accompagnent de nombreuses personnes en ce qui concerne le logement. Comment se passent les accompagnements? En général, ça dure à peu près combien de temps? Ça peut être très différent puisque
c'est aussi la même explication que je pourrais donner pour l'insertion par le travail, dont on parlera après, c'est qu'on va des situations les plus urgentes, les situations de crise, avec par exemple l'accueil des migrants par Prime-Toi, ou avec les foyers d'urgence pour des jeunes. J'étais très marqué quand j'ai fait les tours des centres d'hébergement de Prime-Toi, où les éducateurs m'expliquaient que des parents téléphonaient la veille des 18 ans de leur enfant pour dire ben voilà, nous on a fait notre travail, on vous l'amène demain. Donc ça, c'est une situation d'urgence. Et on va à l'autre bout, à des foyers de jeunes travailleurs. Alors, pour les personnes plus avancées dans l'âge comme moi, les foyers de jeunes travailleurs, on pense tout de suite à la Sonacotra ou à des situations dures. En l'occurrence, à Prime-Toi, on accueille des gens qui sont dans une situation normale de début de carrière. Mais voilà, hein. Vous êtes jeune, Thomas, vous savez que le début de carrière, on n'est pas forcément très riche, on n'est pas toujours en bout de carrière non plus, mais voilà, on peut accueillir des gens qui n'ont pas de problématiques sociales particulières, comme on accueille des gens qui ont des problématiques sociales particulières. Et là, les équipes d'accompagnement social, puisque c'est ça qui est important dans nos associations, c'est l'accompagnement social. C'est pas de loger les gens ou de leur donner du travail, bien entendu que ça compte. Mais si on ne faisait que ça, on ne servirait à rien de plus. Et là, donc les équipes d'accompagnement social, les éducateurs, portent un regard bienveillant et aident tous les gens qu'on accueille à gérer leur budget, à gérer leurs addictions, puisqu'ils en ont, comme d'autres personnes qui ne sont pas dans nos structures d'ailleurs, à les remettre sur des rails qui leur permettent un développement de vie plus harmonieux et plus heureux. Et ces accompagnements peuvent durer autour de 2 ans à peu près. Alors je reviens aussi sur l'accompagnement des associations qui composent le groupe Adélie. Vous m'avez parlé tout à l'heure d'accompagnement administratif et logistique. Et justement, comment s'est organisé le télétravail pour ces associations ? Tout ce qui a pu être fait en télétravail, c'est fait tout simplement. Alors c'est assez évident par exemple pour des structures comme Prime-Toi qui ne sont pas centralisées comme Ageval. Ageval, tout est à peu près avenue des Androuins. Hein. Tandis que Prime-Toi, des salariés permanents sont à Douai, sont à Fourmies, sont à Vennes, sont à Cambrai. Mais qu'est-ce que ça veut dire le télétravail quand on travaille sur l'humain, hein? Alors je pense que les éducateurs n'ont pas travaillé en télétravail et ont connu des périodes très compliquées. Parce que la période d'enfermement pour des gens qui ont déjà des difficultés de vie, évidemment la difficulté est décuplée. Et donc on a eu des gens sur le pont de façon assez remarquable tout au long du processus. Terme de Pôle Insertion Logement, est-ce qu'il y a des nouveaux projets en 2021 qui arrivent ? Mais par exemple, projet de Prime-Toi sur l'acquisition de nouveaux bâtiments. Mais on va y revenir, je crois, un peu plus tard, puisque c'est un projet qui est un projet de groupe, et c'est ça qui est important. Alors je vous propose tout de suite de passer à la deuxième partie de cette rétrospective 2020, le pôle insertion par l'activité économique. Il y a eu beaucoup de choses aussi dans ce domaine. L'insertion par l'activité économique, qu'est-ce que c'est? Le retour à l'emploi notamment, des formations. Vous allez le voir dans la vidéo qui suit, avec les 3 présidents des associations Adaci, Ageval et Entraide. Notre association d'insertion a vécu une année particulièrement troublée, difficile, voire inquiétante, surtout en début d'année, au mois de mars. Et quand on s'est trouvé dans le confinement, l'association a été arrêtée de mars au mois de mai. Puis après, petit à petit, les chantiers se sont remis en place. Et donc avec l'équipe d'Adélie, on s'est attaché à ça, et avec évidemment l'équipe de direction, le conseil d'administration d'Adaci, sur les chantiers, et dans les bâtiments, la signalétique, la façon de se déplacer, les masques, le gel, etc. Il y a eu la mise en place du chômage partiel par l'État. Toute l'équipe d'Adélie a monté tout de suite les dossiers de demande, tout s'est bien passé, on a eu relativement rapidement les remboursements et les subventions. Et puis, arrivé au mois de mai, les chantiers ont démarré, donc avec toutes les conditions de sécurité sanitaire qui ont été mises en place. Aussi, l'arrivée d'un nouveau chantier au mois de juillet, à la demande de la société automobile Toyota. Donc Adélie a décidé de faire soutenir ce chantier couture par Ageval d'un côté et Adaci de l'autre, donc mon association.
Voilà, donc ça a été avec du matériel fourni par Toyota, gracieusement, avec le recrutement de 2 encadrants, avec le recrutement, je crois, de 48 CDDI. Et voilà, et ça tourne encore. En cette fin d'année, on a fait plus de 130 000 masques. Je crois qu'à l'AGEVAL, comme partout dans la société, on est tous passés un peu par les mêmes phases. D'abord la stupeur devant ce grand bouleversement, somme toute assez peu anticipé, suivi de quelques interrogations et assez rapidement de la mise en œuvre de nos capacités d'adaptation. Oui, j'aurais envie de résumer cette adaptation en 3 mots. Protéger, résister et servir. Protéger, c'était d'abord faire passer la santé des personnes avant tout le reste. Et comme dans le reste de la société, arrêter l'activité pour arrêter la contagion. Donc on a arrêté l'activité de mi-mars à peu près à au moins mi-avril, puisqu'à partir de mi-avril, les choses ont recommencé très progressivement. Et puis après, ça s'est un petit peu, bien sûr, comme dans le reste de la France, libéré entre les 2 confinements. Après, résister. Alors résister, ça a été un petit peu sur tous les fronts. Le premier, c'est le maintien de la fonction de direction. On a des capitaines qui sont restés très très vaillants malgré la tempête. Et ça a été vraiment notre premier point d'appui. Les équipages aussi, du moins ceux qui pouvaient être présents. Il y a des gestes barrières et puis la mise en œuvre d'équipements un petit peu particuliers. Alors ceux qu'on trouvait partout, la distance, le masque, etc. Mais aussi des gestes plus particuliers à certaines professions, ou par exemple ou à certaines conditions de travail. Par exemple, le fait de ne mettre que 2 personnes dans une voiture en respectant la distance, une personne devant, une personne derrière, bon, voilà. Plus des équipements spécifiques de gants ou de combinaisons et autres. La troisième, ça a été aussi, désolé pour le manque d'originalité, mais c'était comme ça partout, de développer des moyens de communication distante. Donc par exemple, pour le service accompagnement, quand il l'a pu, maintenir des contacts téléphoniques avec les salariés en CDDI. Pour les salariés permanents et pour les administrateurs, ça a été le recours à la visioconférence comme dans d'autres endroits. Donc le gros projet bien sûr de l'année 2020 qui était en route, c'était le développement d'une activité maraîchage en lien avec l'acquisition de la ferme du Major. Le deuxième, c'était un projet, alors là on n'était plus dans la préparation, on était déjà plutôt dans une forme d'aboutissement, au moins de première phase. C'est le projet de l'entreprise d'insertion MOCA, de construction d'habitat container, qui est une production du groupe Adélie, mais auquel AGEVAL a fortement participé, donc, qui a été lancé et inauguré en février, qui permet d'augmenter la capacité d'accueil de salariés en CDDI, donc c'était aussi quelque chose d'important pour AGEVAL. Le premier créneau qu'on a pu investir, c'est celui du nettoyage, parce que on a un accord avec le bailleur social SIGH, et donc on a vu des salariés d'AGEVAL, dès le mois d'avril et mai, aller nettoyer les cages d'escalier dans le quartier d'Ampierre ou ailleurs, nettoyer les boutons d'ascenseur pour pas qu'il y ait la divulgation de l'épidémie, nettoyer par terre, parfois éponger des restes de dégâts des eaux, parfois, etc. Enfin, tout faire pour que l'environnement soit le plus sain possible pour les habitants. Parfois même, à cette occasion, entrer en contact avec les habitants et se préoccuper des habitants isolés, ça s'est vu et ça s'est dit. Le nettoyage est aussi intervenu à l'école de Petite Forêt, parce que cette école a continué à fonctionner pour les enfants de soignants et qu'il fallait aussi qu'eux-mêmes soient dans les conditions sanitaires optimales. Le nettoyage a fonctionné aussi, et ça a été une demande de la mairie de Valenciennes, pour ramasser les masques que des gens négligents jetaient par terre une fois qu'ils étaient utilisés. L'autre activité très importante qui était en lien, qui est une activité traditionnelle d'AGEVAL, mais qui a pris un relief particulier dans le cadre de la crise sanitaire, c'est la section qu'on appelle hospilinge. Hospilinge, ce sont ces salariés en insertion d'AGEVAL qui vont assurer le travail en blanchisserie à l'hôpital de Valenciennes, dont on sait à quel point il a pu être sollicité. Ça veut dire être au front, quelque part dans la première ligne de la crise sanitaire et de ses remèdes. Ça veut dire une prise de risque importante. Tout ça par des gens, je le dis pour hospilinge, mais aussi pour ceux dont je parlais précédemment, par des gens qui ont parmi les salaires les plus bas qu'on puisse trouver dans la société française et qui se sont retrouvés en première ligne de la solidarité
et du service à la collectivité. Donc ça, il fallait le souligner, il faut les en remercier, il faut les en féliciter. L'autre investissement inattendu d'Ageval pendant cette année bizarre, ça a été la fabrication des masques. Fabrication des masques qui a été initiée pour nous par Toyota, l'entreprise Toyota France. Et là, ça nous a aussi permis d'accueillir un plus large public en insertion et d'augmenter l'activité, à la fois au bénéfice des personnes en demande d'emploi, mais aussi au bénéfice de la population. Oui, une année très particulière puisque nous avons dû fermer forcément l'association dans le cadre du Covid. Mais ça a été un moment très intéressant dans le sens où j'ai pu rencontrer, entendre les gens et connaître beaucoup de choses de leur attente. À l'époque du Covid, nous avions en quelque sorte un conflit avec l'ancienne directrice. Nous avons eu la chance de trouver M. Patrice Dumestre assez vite, qui avait déjà des compétences et qui savait déjà s'occuper du personnel, car il ne faut pas oublier que l'association c'est 80-90 personnes, ça ne se gère pas tout seul. J'ai passé beaucoup de temps à Valenciennes aussi dans ce groupe, j'ai pris des contacts et c'est vrai que j'ai trouvé une aide exceptionnelle. Et honnêtement, si je n'avais pas eu cette aide, je pense que la structure n'existerait plus actuellement. Parce que j'ai trouvé dans le groupe Adélie tout ce qu'on avait besoin comme compétences. Pour nous et même tous les membres du CA, c'est une sécurité. On a vraiment été accueillis très bien et franchement, je sais très bien que je peux demander des conseils et on me les donnera très volontiers. Et ça, c'est important parce que je me sentais seul, très seul. Donc la petite dernière, Moka, notre entreprise d'insertion, production d'habitat à partir de conteneurs maritimes, qui a vécu une année difficile. On était vraiment là pour le coup en phase de démarrage opérationnel au niveau de l'industrialisation de la fabrication. Donc tous les éléments étaient réunis pour lancer notre première commande avec le groupe APEI de Cambrai, qui nous a commandé 19 logements pour leurs propres besoins. Et là, j'aurais presque à dire, on nous coupe les ailes en plein vol avec un premier temps de fermeture au niveau de l'entreprise dans le cadre du confinement. Par contre, quand on voit un petit peu le niveau de perspective qui s'offre à nous pour 2021 et suite, on est quand même agréablement surpris. Mais c'est tout un tas d'associations qui viennent nous voir pour répondre à leurs besoins en termes de logement ou de résidence par rapport à leurs usagers, des bailleurs sociaux qui s'intéressent de plus en plus et on est en train de négocier avec un gros bailleur une opération qui se déroulerait sur 5 années avec toute une part recherche et développement et bien évidemment de fabrication pour leurs propres besoins en qualité de bailleur. Donc là on est vraiment sur une belle aventure compliquée, lourde, économique, avec des contraintes qui sont propres à l'entreprise classique, mais qui est passionnante et qui laisse augurer à terme une entreprise qui va rapidement dépasser nos espérances initiales. Le vrai sujet qui s'imposera à nous là assez rapidement, ce sera de trouver un lieu, je parle de bâtiment, qui nous permettra d'industrialiser le process tel qu'on le souhaite, donc en chaîne de fabrication, avec tous les gammes et les étapes qui se posent quand on fabrique les logements. Alors Patrick, on a vu dans le reportage précédent que des masques ont été confectionnés avec Toyota. Comment ça s'est passé ? C'est assez simple maintenant qu'on l'a fait. Une dizaine de jours avant le confinement, Toyota a embauché une centaine d'intérimaires et puis le confinement est arrivé. Et plutôt que de les licencier, Toyota a créé, avec l'impulsion de la région, un atelier masque. Et évidemment, au déconfinement, Toyota a fabriqué des voitures et cherché une association d'insertion, puis c'était l'idée de Luciano Biondo, qui à l'époque était le directeur, le PDG, ça n'est plus lui maintenant, a cherché une association d'insertion. Donc on a fait savoir qu'on était intéressé, et puis 2 personnes ont eu un rôle clé. Le rôle très important, ça a été Laurent de Gallet, président de Valenciennes Métropole, qui a joué l'intermédiaire avec Toyota, à la fois auprès de Toyota, mais aussi auprès de Xavier Bertrand, qui a donné son accord.
Et voilà, ça paraît tout simple, ils nous ont dit oui, et en 8 jours, tout était transféré dans nos locaux. Et la dynamique d'un groupe, c'est de ne pas tout garder pour soi. Ça avait été donné à Ageval, et Ageval a souhaité en donner une partie à Adacy. Le sous-préfet a été important puisqu'il a créé, ça va en faire rêver plus d'un coup de baguette magique, 100 emplois aidés pour mettre en œuvre cette action. Parfait. Alors, avec une telle réussite dans un partenariat, est-ce que d'autres partenariats sont envisagés avec les entreprises à l'avenir ? Nos portes sont ouvertes et nos bras aussi. Si des gens ont des idées, il ne faut pas hésiter, mais c'est vrai que ça souligne la dynamique du groupe. De même que l'opération Habitat Container, qui était une idée ancienne de Prime-Toi et d'Ageval, et moi j'ai eu beaucoup de surprises et beaucoup de plaisir à voir que toutes les associations qui sont en direction intégrée ont voulu mettre de l'argent sur le budget de cette opération. C'est important de parler d'argent aussi parce que la volonté politique, elle s'illustre dans les budgets et pas seulement dans les paroles. Alors je vais revenir sur le confinement et les conditions sanitaires qui ont ponctué l'année 2020 pour tout le monde d'ailleurs. Comment s'est organisé le travail sur les chantiers avant, pendant et après le confinement ? Alors je pense que juste au début du confinement, il y a eu un effet de surprise malgré tout, même si on annonçait des choses. Une fois qu'on y est, ça change quand même la donne et on a tous été un peu tétanisés. Mais on n'a pas le droit d'être tétanisé longtemps quand on a 500 personnes, 600 si je compte l'ensemble des associations en insertion par l'économie, qui sont au travail par Ageval. Par le travail, pardon. Donc on a eu un temps où on a été tétanisé, je crois que ça a duré une semaine, et puis on s'est dit voilà, il faut tout régler. Et très peu de gens sont restés complètement à l'arrêt de travail sur toute la durée du confinement. Il y a les missions qu'on a dû continuer à faire avancer. Ça a été très bien présenté par les présidents et par Jean Claverie. On a aussi été moteur. On a proposé à la ville de Valenciennes de donner un coup de main, voyant le comportement que je vais éviter de qualifier des gens qui jetaient tout et n'importe quoi. Ils continuent à le faire d'ailleurs, il n'y a qu'à ouvrir les yeux. Voilà, donc on a voulu aussi être des associations citoyennes et rendre ce que les collectivités et ce que l'État nous donne à longueur d'année. D'accord. Voilà, oui. On n'est pas resté confiné longtemps, on n'est pas resté inactif longtemps et on s'est vite remis au travail. J'ai cru entendre qu'un comité de crise avait même été mis en place à ce moment-là. Le comité de crise, mais on a une responsable de la communication qui nous a tout de suite sensibilisés dès son embauche à la communication de crise. Alors je reviens aussi sur les containers qu'on a vus dans le reportage avec Moka. Comment ça s'est constitué? Est-ce que Moka du coup va proposer d'autres projets à l'avenir? Alors comment ça s'est constitué? C'est parti de l'idée de plusieurs hommes, parce que Adélie c'est une aventure d'hommes, dont Christophe Ferré, mais aussi des gens extérieurs. Il y avait des gens de la SIGH, à l'époque Valeno Habitat, son directeur Antoine Roussely, qui avait ces envies-là, et donc on s'est rassemblés, on a réfléchi, et on s'est dit qu'on devait pouvoir le faire. On y a cru, on a parlé des premiers commanditaires, la PEI de Cambrai, on en reparlera, mais là on a de plus en plus de commandes et on est face à un problème d'espace pour la production. Et je crois que ça c'est une très belle aventure parce que ça montre à tous les gens qui ont un certain mépris, il faut le dire, sur l'insertion, sur les gens qui ramassent les poubelles. Hein. Les gens avec pudeur appellent ça la propreté urbaine. Ben non, c'est les poubelles. Moi, ça ne me gêne pas beaucoup ce mot-là. Ben, il y a beaucoup de gens qui ont des mépris, qui parlent des petits hommes verts. J'aime pas du tout l'expression. Voilà, ça leur montre que les petits hommes verts, ben oui, comme Jean Claverie l'a dit, ils traitent le linge de l'hôpital, ce qui est d'une extrême exigence. Ils fabriquent du logement pour eux aussi. En conclusion, en dépit de la crise sanitaire et du confinement, les associations qui constituent le groupe Adélie ont réussi à s'adapter assez facilement finalement. Tout ce qui paraît facile est compliqué. Je ne crois pas que ça a été facile, mais il est évident que l'union et que le groupe ont fait que ça s'est passé beaucoup mieux que si on avait été chacun dans notre coin. Et il est évident aussi que l'investissement sans faille de l'ensemble des salariés des associations, de la dame d'entretien chez Prime-Toi au directeur général d'Adélie, de l'encadrant d'Adacy à l'agent, à l'accompagnateur social d'Ageval ou de Capil, voilà, leur investissement à chacun a rendu cette épreuve, a fait de cette épreuve une force. Et je crois que nous en sortons tous collectivement grandis.
Eh bien, parfait. Je vous propose de nous tourner maintenant vers l'avenir. On va passer tout de suite aux nouveautés de 2021. Et au programme de cette première partie, l'activité maraîchage de la ferme du Major et la reprise des bâtiments par Primetoit à Reims. La ferme du Major, au départ, c'est la grande association nationale, largement connue et reconnue, SOS Village d'Enfants, qui a pour but de s'occuper, de soutenir, d'accompagner vers l'autonomie des enfants en difficulté sociale et familiale. Et avec une spécificité, c'est-à-dire c'était surtout de s'occuper des fratries. Et ils ont décidé de créer une association, la ferme du Major, avec bien sûr l'aide, le soutien, comme toujours, de SOS Village d'Enfants. Cette structure s'est mise en place, la création de la ferme du Major, c'est 1991, et puis elle a évolué jusqu'à l'année 2020. La directe a été amenée à nous rappeler qu'on ne pouvait pas s'intéresser rien qu'à des jeunes. Dans les ACI, il fallait qu'il y ait une multiplicité de publics. Et donc, ils nous ont demandé à ce qu'il y ait au moins 50% de public qui ne soient pas les jeunes, mais qu'il y ait aussi des adultes, des handicapés, enfin des gens de toutes sortes, qui relèvent du RSA, de chômage de longue durée, etc. Ce qui devenait complètement en dehors de la raison sociale, à la fois d'SOS Village d'Enfants, qui a continué pendant 20 ans à soutenir de manière très ferme et très forte l'association Ferme du Major, et puis Ferme du Major qui avait pour but de s'occuper de jeunes. C'est comme ça que, suite à appel à projet, études de dossiers de demande, etc., ont été retenus le groupe Adélie. Et le groupe Adélie a décidé de passer tout l'aspect insertion, les chantiers maraîchage, etc., à l'association d'insertion à cheval, et l'aspect des terrains, des bâtiments à Primetoit, dans le but de prévoir logement, etc., par la suite. Alors, c'est en effet un travail de longue haleine, puisque tout simplement, il y a eu quand même un appel à projet qui a été lancé par les villages SOS. Beaucoup d'échanges ont été faits avec les techniciens, et notamment avec les partenaires, notre partenaire principal qui est la Directe. On a construit un plan de développement au niveau de la ferme du Major, et notamment l'extension des terrains grâce avec la CAPH, donc on est en cours de finalisation, et puis des projets structurants aussi de reconquête justement de la ferme du Major, c'est-à-dire tout simplement améliorer les outils de production, développer des activités aussi, des activités support, donc telles que l'espace vert et le bâtiment. Effectivement, AGEVAL aujourd'hui est relativement avancé, notamment dans le tri des déchets, notamment sur le tri sélectif et la revalorisation des déchets verts principalement. Aujourd'hui, l'objectif au niveau de la ferme du Major, c'est bien sûr de continuer le bio, puisque c'est la base, mais c'est aussi de reverdir l'image de la ferme du Major. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de passer à 90% de matériel électrique. C'est de réfléchir à un moment donné, voir si on ne peut pas installer des panneaux solaires ou des choses entre guillemets qui sont de l'ordre du développement durable. Notre mission principale dans l'IAE, c'est la réinsertion professionnelle. Le reste, c'est notamment le maraîchage, c'est de l'activité support, y compris espace vert et bâtiment. Aujourd'hui, sur la ferme du Major, il y a 30 ETP. On a eu un accord de principe de la Directe de monter à 60 ETP à partir de 2021. Le service accompagnement, qui est aujourd'hui composé de 2 personnes, va être déplacé sur le siège de l'AGEVAL. Bien sûr, il y aura des permanences qui seront organisées sur place, parce qu'on sera sur un effectif global de l'AGEVAL de 8 personnes, CIP, chargé relations entreprises et une responsable accompagnement. L'objectif justement du fait de l'accroissement du nombre d'ETP, c'est de reprendre, de réembaucher 2 personnes supplémentaires courant 2021. J'ai de la ferme du Major où on a été mis en concurrence,
vois pas d'autre façon de le qualifier, ou en tout cas où il y a eu un appel à manifestation d'intérêt de la part de la ferme du Major pour trouver un repreneur. Donc avec des conditions, un cahier des charges, on va dire, qui obligeait le repreneur, dans le bon sens du terme, bien évidemment à reprendre l'intégralité de l'activité qui est celle de la ferme du Major, plus particulièrement sur le volet agriculture biologique, bien évidemment aussi un regard bienveillant sur le volet RH, donc les salariés en CDD, mais ça va de soi, et l'équipe de permanents. Et enfin, ce qui compliquait un peu aussi les choses, la reprise de la personne morale, certes, mais aussi l'acquisition de tout le patrimoine foncier dédié à la ferme du Major, donc les bâtiments, les terres, les serres, etc., etc. Et là, concrètement, on a pu faire une réponse qui a été retenue, puisque la fusion est réalisée, parce qu'aussi on y est allé ensemble. Je dirais, là, on renvoie aussi au sens d'Adélie sur la possibilité, la capacité qu'on a de travailler ensemble et de répondre ensemble sur des dossiers d'ailleurs un peu compliqués par moment. Et là, donc, l'AGEVAL s'est positionné sur l'absorption ferme du Major, donc personne morale et bien évidemment activité salariée. Quant à Prime-Toi, elle s'est positionnée sur l'acquisition des bâtiments, puis des projets qui seront d'envergure tant sur le développement qui sera celui de la ferme du Major, de ses activités, son développement sur le territoire, mais aussi sur le volet Prime-Toi en termes d'offres en direction des populations des territoires. Alors on a commencé à en discuter au conseil d'administration en début d'année. C'est donc bien par l'union de nos associations et des complémentarités qui sont les nôtres que l'opération a été rendue possible. Ça nous permet de développer nos activités, de rendre effectivement une réponse adaptée au territoire concerné. Donc bon, sur les activités sur ce site, on a déjà des activités qui existent, notamment tout ce qui est maraîchage. On a déjà développé depuis peu, avec la veille, de l'activité d'hébergement. Nous, le but, c'est de faire vraiment le lien entre hébergement, logement, insertion, en complémentarité avec l'AGEVAL. Alors on vient de le voir, Patrick, le projet autour de la ferme du Major s'est fait avec SOS Village d'Enfants, c'est bien ça? Là aussi, c'est la force du groupe, j'allais dire. Donc SOS Village d'Enfants qui est accompagnateur, porteur un peu des deux étés de la ferme du Major. Voilà, dans une discussion au sein des deux conseils d'administration, celui de la ferme du Major et celui de SOS Village d'Enfants, est apparue la nécessité de passer la main, j'allais dire, sur cette association qui avait quelques difficultés. Il y a eu un appel à repreneurs, à manifestation d'intérêt, et l'originalité de la proposition que nous avons émise, c'est que ça a été la proposition du groupe. C'est concomitamment Prime-Toi et AGEVAL, Prime-Toi sur la reprise des bâtiments pour le logement et AGEVAL sur la reprise de l'activité économique. Et ce qui me réjouit, c'est que le président de la ferme du Major, à qui d'ailleurs je rends hommage, Serge Goutéron, ait défendu cette hypothèse-là. C'est que ce soit un groupe qui reprenne, mais que ce soit un groupe du territoire. Parce que quand on agit dans l'insertion, il est extrêmement important que la gouvernance soit sur le territoire, que la gouvernance soit au plus près des problématiques auxquelles les gens sont confrontés. Alors, puisque vous parlez de territoire, est-ce qu'il y a eu des liens avec la mairie de Rhêmes, avec la communauté d'Aglo par exemple? Alors, pas de la ferme du Major, puisqu'on a déjà des marchés et des actions sur le territoire de la Porte du Hainaut, mais il est bien évident qu'on va avoir un lien particulier avec la mairie de Rhêmes, en particulier Aymeric Robin, son maire, puisqu'on souhaite développer cette activité et qu'on ne pourra pas le faire sans l'aide de la mairie de Rhêmes. On a vu aussi qu'il y avait un changement de matériel qui était envisagé notamment. Est-ce qu'on peut dire qu'on est dans une démarche écolo ou éco-responsable au moins? En partie, oui. John Delaney l'a bien expliqué sur l'histoire du thermique. Mais on ne peut pas reprendre une association sans faire un état des lieux du matériel, ce qui a été fait. Et quand on constate que ce matériel n'est plus totalement adapté à ce qui est souhaitable pour produire dans de bonnes conditions, ben voilà, AGEVAL va mettre sur la table l'argent nécessaire pour moderniser l'outil, le rendre encore plus opérationnel, avec cette optique, bien entendu, du souci du développement durable, et pas pour être à la mode. Mais je ne vois pas bien comment, dans le maraîchage, on n'aurait pas cette préoccupation-là en premier lieu. Et tout ça, c'est entièrement financé par les associations du groupe Adélie? Cette partie-là, c'est financé par AGEVAL. Adélie a mis les gens ensemble pour porter le projet, mais quand je dis financé par AGEVAL, qui va être accompagné par des collectivités qui vont la soutenir financièrement.
En ce qui concerne les bâtiments, qu'est-ce que vous pouvez nous expliquer? Comment ça s'est passé? Alors les bâtiments, nous on n'avait pas utilité, quand je dis nous c'est AGEVAL, à reprendre l'ensemble des bâtiments. On reprend ce qui est lié à l'activité maraîchère. Et il y avait un ensemble de bâtiments intéressants et qui ont intéressé Prime-toi, qui reprend les bâtiments, les achète en l'occurrence, et va les transformer en logements. Alors on peut très bien imaginer que les gens qui vont travailler au maraîchage soient hébergés aussi dans les parages du maraîchage grâce à Prime-toi. Ça aussi c'est la force du groupe, c'est une espèce de guichet unique pour accompagner les gens. D'autres nouveautés du coup en 2021 à nous annoncer? Oui, parce qu'on ne va jamais s'arrêter, hein. Qui s'arrête recule, on est d'accord. Nous avons le grand plaisir d'accueillir en direction intégrée Entraide. Guy Herfelin l'a évoqué, ça veut dire la direction intégrée, que Christophe Ferré est directeur général de toutes les associations et que dans chaque association il y a un directeur opérationnel. Et puis on va commencer de nouvelles actions et ce qui me réjouit dans ces nouvelles actions, c'est que maintenant on sollicite le groupe Adélie. Ça n'est pas Adélie qui va chercher les actions, bien qu'elle continue à aller en chercher, mais on vient nous solliciter. C'est le cas du Crépi, qui est une association de chefs d'entreprise qui ont un intérêt pour l'insertion et pour le fait de co-traiter, de sous-traiter leurs actions en insertion ou de recruter dans leurs entreprises qui sont des entreprises classiques, traditionnelles, des gens en insertion. Et donc le Crépi nous demande de nous intéresser à ce qu'ils font et on va le faire bien volontiers. Et mon petit doigt, qui est plutôt bien informé sur le sujet, me dit qu'il y a de bonnes chances que nous intégrions la démarche du Crépi et la structure Crépi, qui est une association portée au niveau des Hauts-de-France. Et ce qui pourra peut-être permettre de nouveaux partenariats. Absolument. De même que on va sans doute, je ne donnerai pas de nom, je suis désolé, intégrer une ou deux autres structures dans Adélie au cours de l'année, mais on réfléchit aussi à d'autres modes de collaboration, par exemple avec l'APEI, le groupe Papillon Blanc de Cambrai. Et bien justement, ça tombe bien puisque c'est le dernier sujet de notre émission que je vous propose de retrouver tout de suite avec en interview Sylvain Crapez, directeur général des Papillons Blancs du Cambrésis, et Gilles Van der Enst, président. Donc j'ai pu constater que l'Union Adélie avait fortement progressé. Elle s'était ouverte à d'autres associations. Je connaissais un peu le modèle de mutualisation et de coopération qui était proposé. Et donc ça m'intéressait aussi fortement d'en échanger davantage. Et puis avec Christophe, on s'est aussi retrouvé sur un certain nombre de valeurs, hein, les valeurs propres à la vie associative et à l'économie sociale et solidaire, mais aussi à notre attachement au territoire et à la volonté dans le sud du département de dégager des dynamiques nouvelles autour des entreprises sociales de territoire. Donc on a organisé une réunion des comités de direction sur une journée où les comités de direction ont pu échanger, se rencontrer et puis de bien connaître les métiers que les uns et les autres exerçaient, les clients qu'on avait, les approches aussi. Et donc ça pouvait sembler étonnant qu'une structure comme nous qui œuvre dans le handicap et principalement la déficience intellectuelle, hein, dans un volet entreprise mais aussi un volet médico-social et de soins très fort. Et puis de l'autre côté un groupe qui est plutôt sur l'insertion et le logement. Hein, et donc on a voulu travailler cette horizontalité avec Christophe et en discutant de différents projets. On a pu avoir des synergies sur les espaces verts par exemple. Il m'a évoqué ce projet de création d'entreprises d'insertion sur les containers qui était quand même assez avancé et nous on y a vu un intérêt à plusieurs niveaux, hein, un intérêt de se lier à un partenariat avec des structures d'insertion parce qu'on considère aussi que la question sociale ne doit pas être négligée dans le handicap. L'autre intérêt pour nous c'était la question économique. On avait quand même la possibilité à dégager des coûts de construction beaucoup moins importants que ce qu'on avait imaginé. Preuve en est sur le projet de résidence de vieillissants avec qui on travaille, sur lequel on travaille avec MOCA et avec la fabrication des conteneurs. On a économisé 500 000 € sur le projet. Cet argent, on pourra le mettre sur d'autres projets d'intérêt général. Et puis l'intérêt aussi, c'était l'extrême modularité du projet des containers qui permet justement de plein pied d'intégrer des aspects qui sont quand même très intéressants. Nous avons beaucoup apprécié le projet général proposé par l'architecte Fabien Rivière qui a travaillé en partenariat avec l'entreprise d'insertion MOCA et on s'est retrouvé sur un partenariat fort qui nous a abouti à la commande de cette résidence de 19 places avec eux qui est en cours de construction.
Et on devrait incessamment sous peu avoir un container témoin, enfin un studio témoin à partir des containers. Bien entendu, avec MoCA, des réflexions pour peut-être aller plus loin sur la participation du groupe Papillon Blanc dans l'entreprise d'insertion. C'est en réflexion et en discussion chez nous. Des propositions ont été faites et il faut qu'avec le président et la gouvernance, nous en rediscutions. Mais c'est quelque chose qui nous intéresse, en tout cas, de creuser. Et puis, pour aller plus loin, la dynamique, les synergies en cours, les coopérations, les mutualisations possibles, elles nous semblent évidentes avec Adélie, d'autant qu'il y a des vraies complémentarités. Et puis là, avec Christophe Ferré, le directeur général de Lyon Adélie, on a travaillé sur un protocole, une convention qui pourrait être une convention de coopération, qui reste complètement ouverte et à discuter. Et à la fin de ce mois, fin janvier, on doit se rencontrer pour échanger, pour voir si éventuellement nous pouvons construire des choses et aller un peu plus loin ensemble. Eh ben, j'ai connu Adélie par mon directeur général qui m'a proposé d'aller leur rendre visite et d'échanger de manière informelle avec eux dans un premier temps pour voir si on avait éventuellement des choses à échanger et surtout si on partageait les mêmes valeurs. Nous, notre objectif, c'est de permettre à tout le monde d'exister. Et les gens qui sont en entreprise d'insertion, on leur redonne une chance d'exister. C'est l'objectif principal que nous portons, nous, pour les personnes en situation de handicap mental. Et essayer de faire pour que ces personnes soient acceptées dans une société qui aujourd'hui est très élitiste, très conformiste, très normative. Et des containers recyclés en maison d'habitation, c'était pour nous aussi symbolique d'une volonté de participer à cette économie sociale et solidaire sous l'angle de l'écologie. La modularité que présente un container qui est facilement déplaçable, facilement aménageable, eh bien ça sert beaucoup pour nos personnes en situation de handicap parce que ça va permettre une personnalisation. On pourra mettre la domotique adaptée. Les personnes que nous accompagnons, qui sont regroupés dans une association qui s'appelle Nous aussi. Alors, le symbole de cette association, le nom Nous aussi, on veut participer à la vie citoyenne et on a notre mot à dire. On les a amenés à visiter ces containers et ils ont pu voir qu'effectivement, confirmer ce qui leur avait été proposé sur plan et confirmer le fait que c'était vraiment ce qui correspondait le mieux à leurs besoins. Ça suscitera aussi une certaine sérénité pour les parents. Leurs enfants continueront à vivre dans un univers qui sera adapté. Ce n'est pas des salles d'hôpital, hein, loin de là, hein. C'est très gai, c'est très agréable. J'ai eu l'occasion de rencontrer Patrick Roussiès et Christophe Ferré. Tout de suite, le courant a passé entre nous et on a l'intention ensemble de faire de la politique, mais pas de la politique au sens du jeu politique, mais d'essayer de proposer, d'être force de proposition pour une société plus humaine. Des personnes en insertion, des personnes en situation de handicap, à un moment donné, les publics sont identiques et les problématiques sont identiques. Donc on a tout à gagner à se regrouper pour faire entendre ensemble notre voix auprès des politiques. On échange, groupe Papillon Blanc du Cambrésis et Adélie, sur la nécessité de s'unir, l'union, ça on renvoie encore à Adélie, hein, dans le respect bien évidemment de nos diversités, de nos projets associatifs et toute la recherche aussi de complémentarité qui sont les nôtres à travers les populations qu'on accompagne. Réfléchir sur un projet de convention à unir encore plus nos efforts sur le sud du département et de participer à des actions innovantes, participer à du développement de nouvelles opérations, du développement éco, toujours dans l'esprit qui est le nôtre, hein, de favoriser l'économie circulaire, le développement durable, favoriser l'initiative économique, favoriser, je dirais, tout ce qui est dans nos boîtes à outils respectives, tout ce qui peut participer à une insertion durable des personnes qu'on accompagne. Pour renforcer notre empreinte, pour renforcer notre présence, pour renforcer
la représentation des bénévoles sur les secteurs où chacun d'entre nous intervient et assurer encore plus, j'espère, de visibilité du champ d'action du secteur associatif et particulièrement de nos associations. Alors Patrick, on voit avec ce reportage qu'il y a un lien très fort entre l'insertion sociale et le handicap. Oui, je pense que c'est assez évident. On est finalement avec des publics qui, les uns et les autres, ont des problématiques sociales, comportementales parfois, médicales, ici également. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on a une partie de nos publics qui pourrait relever d'un ESAT social, qui ont une forme de handicap social. Et c'est ça qui nous a réunis et qui a fait, je pense qu'on s'est compris très rapidement avec Gilles Van den Enst lorsqu'on s'est rencontrés. Alors on sait que Adélie accompagne beaucoup de personnes. Est-ce qu'on a une idée du pourcentage ou de la proportion du nombre de personnes qui sont en situation de handicap parmi toutes les personnes accompagnées? Si je vous dis 100%, je vais vous choquer. Mais tous les gens qu'on accompagne vivent des formes de handicap qui ne sont pas forcément des handicaps très visibles. Mais tous ont des accidents de la vie qui font qu'ils ont un handicap dans le sens premier du terme pour s'insérer dans la société. Et je reviens sur les containers. Où et comment se passe la fabrication de ces containers, ou plutôt le réaménagement? L'usine est à Carouble. Donc sur le territoire de Valenciennes Métropole, donc dans une usine que l'on loue actuellement et qui est venue d'ailleurs, sont venus visiter Gilles et Sylvain, avec d'ailleurs, comme il l'a dit, un certain nombre de personnes handicapées. C'est important, je crois, l'appropriation qu'elles en auront et l'avis qu'elles pourront émettre. Oui, parce qu'on peut être handicapé mental, ça n'empêche pas de réfléchir et de donner son avis. Pas tous, je suis d'accord, mais les gens qui sont tout à fait capables de formuler leurs problèmes. Et en prime, et on revient un peu sur ce qu'on disait au niveau de la ferme du Major, on retrouve encore une démarche autour du développement durable et du recyclage. Une de plus, pas pour être dans l'air du temps, mais parce que ça fait partie de nos convictions et également de nos valeurs. Alors finalement, pour terminer l'émission, Patrick, quel intérêt et quelle plus-value pour une association d'intégrer le groupe Adélie? Je crois que les images et les témoignages parlent d'eux-mêmes. On va reprendre la devise de la Belgique, l'union fait la force. Je crois qu'il n'y a pas d'autre façon, pas de meilleure façon de le dire. L'union fait la force et permet le développement. Et je suis très heureux de l'opération qui s'esquisse avec le groupe Papillon Blanc, puisque Gilles et moi, nous avons missionné les deux directeurs pour nous proposer la convention. Je suis très heureux de cette opération parce qu'elle va montrer qu'Adélie n'est pas un ogre qui dévore tout sur son passage. Adélie est une structure qui fédère, qui réunit à l'interne, mais aussi à l'externe. Adélie est capable de saisir des mains tendues, comme celle des Papillons Blancs, et que j'ai beaucoup aimé ce que dit Gilles sur construire un monde meilleur. C'est sans doute très utopiste, mais je pense que tous les gens qui sont dans notre groupe vivent l'utopie et c'est d'en faire une réalité. Notre émission touche à sa fin. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu juste en dessous et à vous abonner à la chaîne sur laquelle vous retrouverez toutes les interviews que vous avez pu voir dans cette émission. Également, pour suivre les actualités, je vous propose de lire le magazine Le Lab Insertion. C'est le magazine du groupe Adélie qui sera disponible dès début février sur le site internet du groupe. Encore merci à tous, à très bientôt, prenez soin de vous et soyez solidaires.